Merci de passer votre après-midi sur Radio J. On va ouvrir maintenant notre rendez-vous littéraire du jeudi. Bonjour Shlomo Malka. Bonjour Steve. On vous retrouve pour Pont Neuf. Shlomo, vous recevez cet après-midi Ariane Bois pour son livre « Éteindre le soleil ». Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont Neuf, Ariane Bois pour son livre « Éteindre le soleil » paru aux éditions Plomb. Ariane Bois, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci d'être avec nous. Ce livre aurait pu s'appeler « La gloire de mon père ». Vous avez choisi « Éteindre le soleil », c'est encore plus fort. Et on peut dire que les relations père-fille sont au centre de ce livre. Oui, tout à fait. C'est un récit, donc pour une fois, pas un roman. Il s'agit de mon 9e livre. Et j'ai voulu, après avoir parlé de ma mère et de mon frère, évoquer la figure paternelle, un père qui était en fait comme un personnage de roman et à qui je rends un hommage certain dans ces pages. Vous avez écrit de nombreux romans, notamment sur toute la période de la guerre et de la Shoah. Et là, c'est un récit intime, on peut dire, ou intimiste, c'est-à-dire que tout ce que vous racontez est vrai. C'est l'histoire de votre propre famille. Oui, c'est l'histoire de ma famille, une famille à 4 où l'on s'est retrouvés par des grands chagrins et des tragédies, uniquement 2, mon père et moi, et où nous avons dû faire face et où nous avons essayé de vivre tant bien que mal en nous appuyant l'un sur l'autre et dans une complicité qui nous a fait du bien. Alors, il était médecin, il était pédiatre, journaliste aussi, correspondant médical de l'agence France Presse. Oui, il avait créé la chaire de médecine à l'AFP à une époque en 1960 où ça n'existait pas. Il s'est dit il faut parler directement au public et donc il a pu rencontrer ma mère qui était aussi journaliste par le biais de l'AFP. Et aujourd'hui, il serait sur tous les plateaux de télévision pour commenter l'actualité sanitaire. Sans doute, oui, ça l'aurait passionné. Je pense que c'est cette période très difficile que l'on vient de vivre et qui n'est pas tout à fait encore terminée. Je pense que pour lui, ça aurait été un sujet d'étude absolument incroyable. Et vous en faites un genre de montant dans le film, les choses de la vie, c'est ça, c'est un peu le modèle de votre père. Tout à fait, il avait cette virilité des hommes des années 60, vous voyez, Montand, Belmondo, la clope au bec, il conduisait sa voiture pieds nus, y compris dans Paris, il était donc médecin, il sillonnait le monde pour soigner les plus démunis, les plus défavorisés. Et puis à nous, ses enfants, il rapportait des cadeaux incroyables. Un jour, on a eu un perroquet qui était arrivé de Guyane, un autre jour des flèches et un arc. C'était irrésistible pour les enfants que l'on était. Alors, comme je connais bien votre mari, François, que j'ai reçu d'ailleurs ici même dans une autre émission le dimanche matin. Et dont il garde un très bon souvenir. Voilà, et comme je le connais bien et que je l'aime beaucoup, je sais que Claude Sautet était l'oncle de votre mari. Oui, on a eu la chance de vivre auprès de Claude, des étés ensoleillés où on vivait les uns avec les autres et où il nous parlait de cinéma, il nous parlait de Romy Schneider, il nous parlait de plans. C'était un passionné qui avait des colères absolument monstrueuses où il envoyait tout valdinguer et puis il vous embrassait 1 minute après en vous tenant contre son cœur. Claude Sautet, c'était une grande rencontre. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré et on a passé beaucoup de temps ensemble et je revois ses films avec toujours le même bonheur et c'est une grande chance d'avoir pu côtoyer ce grand monsieur. Et je me suis demandé en arrivant au studio, est-ce qu'il est possible que Claude Sautet ait pensé à votre père en tournant les choses de la vie, parce qu'on retrouve un peu le même fil rouge au fond, c'est
Au fond, c'est une famille qui va bien, où tout le monde a l'air heureux, énergique, tonique, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un accident et on revoit, comme dans Les Choses de la vie, on revoit... Les Choses de la vie, c'était avec Piccoli. Oui, c'est avec Piccoli. Oui. Oh, je crois que c'était vraiment le type des héros de l'époque, de ces hommes qui avaient un grand cœur, qui parlaient fort, qui fumaient, qui buvaient. Enfin, c'était une époque beaucoup plus libre que la nôtre, quand même. Voilà, et on leur aurait pas mis un masque, je crois, à ces héros-là du quotidien. Écoutez, je sais pas pour les choses de la vie, mais je sais que pour Vincent, François, Paul et les autres, donc qui est donc un autre film que j'adore de Claude Sautet, mon mari a été pris comme exemple et comme inspiration puisqu'il est tombé dans la rivière. Et pour ceux qui se souviennent, il y a une scène où les hommes tombent dans la rivière à la campagne et reviennent tout trempés. Et voilà, c'est arrivé en vrai dans la maison de campagne familiale. Donc en fait, Claude avait ce génie d'entremêler la vraie vie et puis des héros qu'il avait construits patiemment et qu'il avait choisis avec ses acteurs. Et l'accident, en l'occurrence, dans cette famille, c'est le suicide d'un frère qui va totalement déstabiliser la famille. Et d'ailleurs, vous avez déjà raconté dans un autre roman cet accident-là et aussi la perte de votre mère. Oui, le premier livre s'appelait « Le jour pour eux sera comme la nuit » et racontait comment on passe d'une famille de 4 à une famille de 3 estropiée et blessée et comment le suicide finalement peut faire exploser une famille sous la pression du deuil. Et puis après, on a eu le malheur de perdre ma mère dans des conditions de journalisme puisqu'elle est morte en reportage. Et donc, une autre expérience de deuil. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le deuil parce que je crois que c'est un moment de vérité et que nos morts vivent avec nous, vivent dans notre âme. Et écrire, c'est finalement leur rendre un dernier hommage et les garder vivants auprès de nous. Alors, c'est une famille dans l'ensemble heureuse, hein, et c'est une cérémonie de bar mitzvah. Une cérémonie, je me demande si j'y étais pas d'ailleurs. Si, vous y étiez. Mais je me souviens pas qu'on vous ait porté sur un mais moi je m'en chaise. souviens parce que vraiment c'était tout à fait inattendu. C'était, je crois, la première fois que ça m'arrivait et j'en ai gardé un souvenir ébloui. Alors évidemment, nous on voyait les choses, mais bon, il y a l'arrière-fond et l'arrière-fond, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Il y a un malaise au sein de cette famille qui est bien cristallisé par cette bar mitzvah. Oui, parce que mon père est tombé dans une relation toxique, une relation avec une femme qui dès le début a été très déstabilisante, en tout cas pour nous, et une relation que l'on peut qualifier d'emprise où cette femme l'a éloignée, isolée, l'a blessée sans doute, l'a humiliée et a tout fait en tout cas pour le posséder uniquement lui et faire abstraction de tout ce qui venait avec lui. Et donc la bar mitzvah a été une des première manifestation à la fois d'une opposition à tout ce qui concernait le judaïsme sans doute, mais surtout une opposition à la famille et à l'enfant qu'on célébrait ce jour-là. Et peut-être la révélation pour moi que cette personne-là ne nous voulait pas du bien. Et j'ai mis 10 ans à écrire cette histoire parce que quand on est dans une relation comme ça déstabilisante et de soumission, puisque mon père à un moment donné s'est retrouvé dépendant et sous le contrôle de cette femme, on met du temps à s'en apercevoir. L'emprise, c'est très pernicieux. C'est comme un filet avec des nœuds et on tire les nœuds et tout d'un coup, tout le monde se retrouve étouffé. Et ce que vous racontez finalement, c'est l'histoire d'une emprise. J'imagine que ça n'est pas facile d'ailleurs d'écrire sur le sujet parce que l'homme qui est sous cette emprise, c'est votre père.
Oui, c'est très difficile parce que, donc, comme on disait, on a du mal à s'en apercevoir. On est dans la sidération, on est dans le déni. On pense que la personne a juste mauvais caractère, peut-être même que c'est de notre faute et qu'on a dû faire quelque chose pour mériter un tel traitement. C'est un véritable travail de sape avec des petites phrases, avec du dénigrement. Et puis après, c'est une phase d'attaque. Enfin, ça a été très bien, très répertorié par les psychologues. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un vous dise, mais c'est pas normal ce que tu vis. Il y a de la violence morale, il y a de la violence physique, il y a de l'agressivité. Et puis finalement, s'il y a une volonté de nuire à l'homme, d'enlever à l'homme tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et c'est une prédation psychologique, ça va très très loin. Et quand on est dans le filet, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et c'est une jalousie qui confine à de la folie. Votre belle-mère découpe systématiquement les photographies où figure votre mère et fait disparaître les photos de toute mémoire. C'est un peu comme dans les pays communistes du temps du stalinisme. Oui, ou dans la cancel culture. Les gens qui n'étaient plus dans le ton, ils disparaissaient, on les découpait et on les faisait disparaître. C'est une volonté de détruire l'autre, purement et simplement. Vous savez, en fait, les psys que j'ai interviewés après m'ont expliqué que c'était en fait une technique comme dans la savane, comme les lions, c'est-à-dire qu'il s'agit d'isoler, il s'agit d'éloigner les autres, il s'agit d'isoler la proie, de la désorienter pour finalement la manger toute crue, en fait, la dévorer. Certaines femmes sont des ogresses, alors c'est quelque chose qui est un peu à contre-courant. On parle pas tellement de ça en ce moment où les femmes on montre et à juste titre les violences que peuvent subir les femmes. Certaines femmes sont des manipulatrices et certaines femmes ne nous veulent pas du bien. Et donc dans une famille, il est très important de s'en rendre compte et d'agir parce qu'on peut toujours agir pour lutter contre l'emprise. La vérité, c'est que la jalousie est au centre de ce livre, mais la jalousie, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, des deux côtés quand même, parce que chacun veut le père pour soi. C'est une relation père-fille qui est très forte. Et donc, chacun essaye d'étreindre l'autre et de le garder pour lui. Moi, je parlerai pas de jalousie. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense que c'est vraiment une volonté de destruction massive. Je crois que mon père avait connu d'autres femmes avant avec qui ça s'était très très bien passé. Donc, je suis pas du tout sûre qu'il s'agisse de rivalité ou de compétition. Ce qui se joue dans le thème de la marâtre, c'est beaucoup plus noir que ça, en fait. C'est vraiment une volonté de détruire l'autre, de le voler à sa vie et de le voler aux autres. Donc, mon père était effectivement très important pour moi, mais j'étais heureux qu'il puisse non pas refaire sa vie, parce que je déteste ce terme ridicule, mais continuer en tout cas à exister et à prendre du plaisir à l'existence, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais on nous a volé d'une certaine manière les dernières années de sa vie. Question de Steve. Est-ce qu'il est différent d'écrire sur son père que sur sa mère pour une fille ? C'est une merveilleuse question. Je pense que avec la mère, on a toujours, même quand ça se passe bien, un fond je dirais pas de rivalité, mais en tout cas des questions qui sont restées très enfouies et qu'il faut faire émerger. Avec un père, à partir d'un certain âge, on a normalement fait la paix. Et donc, ce rapport-là, il est plus un rapport de complicité. Après tout, le père est le premier regard masculin que vous avez. Vous vous construisez avec ce regard-là. Et ce regard-là va forcément impliquer toute votre vie amoureuse plus tard. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père extrêmement aimant et dans notre complicité, le livre en témoigne, celle-ci va avoir lieu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Donc, en fait, voilà, c'est des moments entre lui et moi. Je pense que écrire sur sa mère demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de concentration. La dernière scène est très belle et en même temps très cruelle. 6 ans après la mort de votre père, vous croisez votre ancienne belle-mère à un feu rouge à Saint-Philippe-du-Roule, pas très loin d'ici,
et tout à coup, elle ne vous fait plus peur. Oui, parce que la peur est très importante. C'est une peur. Alors ça peut paraître incroyable parce que voilà, on n'a pas le même âge. Je devrais pas avoir peur, voilà, d'une personne beaucoup plus âgée que moi. Mais c'est un système de terreur. En fait, l'emprise, c'est un système totalitaire, un système répétitif et mortifère. Et donc on a vécu tous en fait sous cette peur-là, peur de la folie, peur de la violence. Et mon père s'en est allé. Et au bout d'un certain temps, la peur est partie parce que je me suis dit que finalement, elle ne m'avait rien volé. Ce qu'on a été, on l'est resté pour l'éternité. Alors, vous m'avez confié dans les couloirs de la radio que vous reveniez aux anciens sujets qui ont occupé beaucoup votre écriture et votre prochain roman. C'est un roman ou un récit? C'est un roman. C'est sur le camp des Mille. Voilà, exactement. C'est sur la zone dite libre entre 40 et 42 avec les camps d'internement. Donc il y a Gurs, il y a Rieswald et il y a le camp des Mille et c'est une grande histoire d'amour dans la lignée un peu du Gardien de nos frères où je raconte voilà comment ça se passait pour une juive française et un juif d'origine étrangère dans cette zone libre qui a été dirigée, traversée par des courants tellement multiples et où les destins ont été si divers. Je suis très contente de revenir à la fiction, mais comme toujours avec moi, il y aura un grand fond historique. Je pense souvent à vous parce que j'ai un ancien de l'ARJ qui habitait juste à côté de chez moi. Il n'est plus de ce monde. Il est parti à l'âge de 106 ans. C'est l'ancien président de l'ARJ qui était présent dans votre livre, dans vos livres précédents. Oui, j'ai parlé de Piero Kaufmann, j'ai parlé des éclaireurs israélites, j'ai parlé de tous ces merveilleux mouvements qui, après la guerre, sont allés chercher les enfants juifs dans les couvents, dans les orphelinats. Je crois que nous avons un travail de mémoire à effectuer et nous avons des héros du quotidien qui souvent sont passés presque inaperçus. Et si la fiction peut leur rendre vie et faire connaître leur quotidien, et ben je crois que ce n'est pas inutile. Le judaïsme n'est pas très présent dans ce livre-ci, dans ce récit, mais on sent quand même qu'il est derrière le récit. Et en tout cas, vous avez été très marqué par tout ce travail de la résistance juive pendant la guerre, de l'Osée. Mon père a fait ses études au Chambon-sur-Lignon, donc pour moi, la résistance juive, les Justes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'y ai donc consacré un livre et puis un mémoire d'histoire. Oui, je crois que les lieux marquent les hommes et que le Chambon-sur-Lignon, terre de Justes, a marqué plus d'une génération dans une famille protestante comme la famille de mon père, qui comportait elle-même des Justes. Eh bien, on a tendu la main et sauvé des enfants juifs. Voilà, quelque chose qui nous honore tous. Et cette histoire n'a pas été totalement racontée. Vous y revenez de livre en livre. Oui, parce que je trouve que c'est une vérité qui reste extraordinairement actuelle. Quand on voit les migrants aujourd'hui et le triste sort qui leur est fait, eh bien, on peut toujours s'interroger sur l'accueil de l'étranger et les phrases de la Bible sont toujours, d'actualité, je crois. Question de Steve. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez, à ce feu rouge, reparlé à votre belle-mère, posé des mots sur si vous avez fait tant souffrir pendant des années? Non, j'en ai parlé à travers ces pages-là. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Je crois qu'à un moment donné, la page s'est tournée d'elle-même. Et j'ai surtout écrit le livre aussi pour raconter l'histoire à mes enfants qui étaient petits et qui n'ont pas forcément tout compris, qui peut-être maintenant connaîtront leur grand-père, ce personnage de roman, d'une manière différente et peut-être plus littéraire. Vous ne la faites pas parler, c'est vrai, mais vous posez sur elle un regard un peu, un peu cruel, parce que les années sont passées et elle est naturellement très différente de la femme qui avait séduit votre père.
Oui, bien entendu. Elle nous a beaucoup fait souffrir. Elle a été, je disais, elle a gâché ses dernières années avec mon père. Et puis, elle a rendu tout beaucoup plus difficile pour les amis, les proches, la famille, pas uniquement moi. Et donc, oui, je porte un regard. Vous savez, quand on côtoie comme ça peut-être la folie, quand on côtoie la perversion narcissique, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, eh bien, on découvre des failles qu'on ne soupçonnait pas dans l'être humain. Et donc, je crois que certaines femmes, effectivement, sont toxiques et qu'il est important pour toutes les victimes, et il y en a. Depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois énormément de témoignages, de femmes qui me disent qu'elles ont vécu des choses similaires à moi. Alors précisément parce que vous êtes journaliste à psychologie et vous devez effectivement ce problème des familles recomposées est très très courant malheureusement en France et vous avez l'impression, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces familles recomposées qui vivent des drames similaires aux vôtres? Je crois qu'on n'est pas obligé de s'aimer. Déjà, ça me paraît la base, mais qu'on est obligé de se respecter. Et quand on n'arrive pas à respecter l'autre, quand on n'arrive pas à lui parler, quand on n'arrive pas à supporter que la personne que vous êtes censé aimer vienne avec un minimum de bagages, eh ben la relation est déjà complètement faussée. Il faut vraiment distinguer les belles-mères d'enfants, je pense qu'on a souvent qualifié de marâtres, et puis les belles-mères d'enfants devenus adultes. La situation n'est pas du tout la même. Les belles-mères d'enfants ont été réhabilitées d'une certaine manière, et je trouve ça très bien parce que certaines sont absolument formidables et font un travail absolument incroyable, souvent sans être vraiment remerciées ou félicitées, et puis quelques-unes ne trouvent pas dans leur cœur l'amour pour ces enfants ou pour ces enfants devenus adultes. C'est des situations toujours extrêmement douloureuses, mais aujourd'hui, en tout cas, on sait que les victimes sont mieux reconnues et qu'on en parle, et c'est déjà très bien. Merci Ariane Bois. Le livre s'appelle Éteindre le soleil et c'est paru aux éditions Plomb. La semaine prochaine, je recevrai quelqu'un qui a fait un livre sur l'écologie et l'écologie de son point de vue, et c'est une mise en pièce de l'écologie contemporaine. Et donc merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.